Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 2021 de notre conférence Loi de finances. Je suis Sophie Bléjean de la Pile, Managing Partner du cabinet de Loi de Tage, et je suis ravie de vous accueillir à ce séminaire webinar live avec mes associés du cabinet, et j'aurai le plaisir d'animer donc cette conférence d'une nature un petit peu différente par rapport à d'habitude. J'aurais bien sûr préféré vous accueillir à l'Automobile Club, avec un café, un petit croissant, avec cette vue sublime sur la place de la Concorde. Mais ce n'est que partie remise. Je vous présente, bien sûr, avec mes associés, tous mes vœux pour une année 2021 que j'espère plus sereine que celle que nous venons de passer. Alors revenons sur le contexte économique qui entoure cette loi de finances 2021, un contexte bien particulier également. Nous avons donc un PIB qui a chuté de 10 points, le déficit public représente 10% du PIB et la dette publique s'est envolée à plus de 117% du PIB. On aurait donc pu s'attendre à une loi de finances avec une accentuation du poids de l'impôt. Il n'en est rien. Le gouvernement table plutôt sur une reprise économique en 2021 et vous constaterez que cette loi de finances, finalement, prévoit un allègement des prélèvements obligatoires et notamment, avec une mesure phare, 10 milliards d'impôts de baisse des impôts de production pour les entreprises. Alors, avant d'aller dans le détail de ces dispositions pour les entreprises, comme c'est la tradition pour nos conférences loi de finances, je vais commencer avec Nicolas Meurant, que j'accueille. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Nicolas, tu es notre associé expert en matière de fiscalité du patrimoine et de l'actionnariat salarié, et tu es à la tête de ce département. Et nous avons toujours comme tradition de faire un petit panorama sur les mesures applicables aux personnes physiques. Donc, est-ce que tu peux nous confirmer si on a aussi une trêve fiscale cette année pour les personnes physiques? En effet, malgré le contexte économique, on a bien une trêve pour la fiscalité des entrepreneurs. Alors, cette trêve, elle s'inscrit dans la suite de la réforme de l'ISF en IFI, il y a 2 ans, et en réduction des prélèvements obligatoires sur les revenus financiers que sont les dividendes et les plus-values. Ce qui est moins connu, c'est que cette trêve, en réalité, conduit à améliorer le montant d'impôt qui rentre dans les caisses de l'État. Il n'y a donc pas lieu d'opposer l'investissement des personnes physiques et le rendement fiscal de l'impôt. Dès lors, on a pu constater en 2018, pour la première fois, une inversion de la courbe entre les contribuables redevables de l'impôt sur le patrimoine. Avant 2018, ils étaient plus nombreux chaque année à quitter le territoire qu'à y venir ou qu'à y revenir. Et on voit bien que dans le contexte du Brexit, le retour en France, c'est un point important pour le soutien de l'économie française. Second point, sur la fin de ce qu'on a appelé, c'est pas un très joli mot, mais la barémisation de l'impôt sur le revenu pour les dividendes et les plus-values. Les statistiques publiques sont un peu moins précises. Néanmoins, en étudiant les prélèvements, on a pu noter un fait indiscutable. Avant la barémisation, donc l'imposition au barème progressif, qui en France va jusqu'à 49%, avant la barémisation, on avait un taux de distribution de dividendes chaque année d'au moins 20 milliards d'euros. Cette mesure avait conduit à réduire drastiquement le montant des dividendes distribués. Et on voit que depuis 2018 et depuis l'entrée en vigueur de la flat tax, de la retenue à la source de 30% sur les revenus d'investissement, eh bien ce montant des dividendes a réaugmenté. Et évidemment, économiquement, quand on parle de constituer un patrimoine privé, voire professionnel, pour des entrepreneurs, le fait de pouvoir rémunérer une partie du capital immobilisé par le versement de dividendes, c'est très important. Okay. Alors, est-ce que les contribuables ont continué à quitter le territoire français ou pas? Et oui, parce avec que... ce poids de l'impôt. Oui, quand même. Alors, pas les redevables de l'impôt sur le patrimoine, hein, on vient d'en parler, mais les redevables de l'impôt sur le revenu. Ouais. L'impôt sur le revenu, on va parler tout au long de la matinée d'un certain nombre de chiffres.
Rappelons que budgété pour 2019, l'impôt sur le revenu, c'est 87 milliards d'euros d'impôts. Ces 87 milliards d'euros d'impôts, quand on les compare à il y a 10 ans, en 2010, c'est 55% d'impôts sur le revenu supplémentaires chaque année. On est passé d'à peu près 56 milliards à peu près 89 milliards. Et ce n'est pas forcément corrélé, mais c'est un constat qu'on fait symétriquement. En 2010, on avait à peu près 25 000 contribuables qui quittaient chaque année le territoire. On est toujours au double depuis 2018, depuis 2017, à peu près 50 000 contribuables s'en vont chaque année. Quand on sait que ce sont ceux qui payent le plus qui sont soumis à cette pression fiscale, on voit bien que la trêve entre 2019 et 2020, elle n'est pas tout à fait suffisante pour convaincre les contribuables qui contribuent à l'impôt que leur part est suffisamment juste. Okay. Alors, on va revenir maintenant sur le contribuable moyen. Il y a plusieurs mesures qu'on va évoquer rapidement pour développer l'épargne et l'épargne salariale notamment, avec un accent sur un fléchage de cette épargne vers l'économie réelle pour soutenir les entreprises dans ce contexte de crise. Est-ce que tu peux rapidement survoler ces mesures ? En effet, et c'est intimement lié au premier point. Il y a trêve parce qu'on compte sur les entrepreneurs et les personnes physiques qui ont pu constituer une épargne de précaution. Ce n'est pas tous les contribuables, mais un certain nombre. La Banque de France chiffre ce surplus d'épargne à environ au moins 100 milliards d'euros. Eh bien, on leur demande d'être responsables. On leur demande d'être citoyens en investissant leur épargne dans l'économie réelle. Alors très rapidement, il y a trois types d'investisseurs et de contribuables qui sont visés. D'abord, il y a les salariés. Grâce à l'épargne salariale, un amendement donc à la loi fiscale prévoit que lorsqu'ils investissent dans leur entreprise, l'abondement versé par l'employeur, temporairement, jusqu'en décembre 2022, ne sera plus soumis au forfait social de 20%. Symétriquement, pour ces PME qui grandissent, pour les ETI, on prévoit, en l'absence de versement de dividendes et sous réserve d'une décision des actionnaires après le 1er janvier 2021, de leur permettre d'attribuer du capital de l'entreprise. Donc on soutient les fonds propres en donnant à un actionnaire ami. Et l'actionnaire ami, c'est les salariés, sans contribution patronale sur ces actions. Et donc on renforce ces fonds propres. Ce n'est pas de l'argent qu'on verse à l'extérieur de l'entreprise, ce sont des actions, le capital qui reste, et puis qui bénéficie aux salariés et au pouvoir d'achat des salariés. Plus généralement, et on va s'y arrêter un petit peu plus, il y a cette volonté déjà exprimée en 2019 et reconduite en 2020 de permettre à tous les Français qui le peuvent d'investir dans les PME. Et quand on investit dans les PME, on a augmenté le crédit d'impôt qui va avec cet investissement dans les PME qui passe de 18 à 25%. D'accord. Il y a aussi une mesure qui vise à démocratiser l'épargne avec un abaissement des seuils d'investissement, notamment dans le private equity. Oui, parce que c'est une mesure technique. Je n'y consacrerai que quelques instants, mais c'est très important. On sait que le capital développement, le capital investissement, c'est ce qui permet aux fonds d'investissement de trouver des capitaux pour faire grandir les startups, pour créer l'emploi et les entreprises en France. Eh bien, ce qui a été ajusté là, c'est le seuil d'investissement. On peut, pour des seuils d'investissement de 5 000 € par part, investir et contribuer, confier son épargne, plutôt que de la laisser sur le livret A, on la confie à des professionnels de l'investissement qui vont l'investir dans des PME. Alors revenons sur une mesure également, plusieurs mesures de la loi de finances qui semblent être des bonnes nouvelles, avec des augmentations de crédits d'impôt
pour réduire la charge d'impôt des personnes physiques, mais en fait, tu vas nous expliquer, grâce à un exemple notamment, que c'est une fausse bonne nouvelle. Oui, oui, et juste avant d'entrer dans l'exemple, on peut dire finalement qu'on a tenu le cap de la stabilité fiscale, et l'imprévision fiscale, c'est ce que nos clients cherchent à éviter le plus possible. Quelle va être la fiscalité à la sortie d'un investissement? Et c'est naturel que les entrepreneurs se posent cette question. Le point qui n'a pas été tranché, c'est celui de gérer la complexité fiscale, l'enchevêtrement des normes. Et rien que dans cette loi de finances, il y a 3 crédits d'impôt en plus de ceux que j'ai déjà évoqués qui sont reloués, qui sont augmentés. Alors on augmente les crédits d'impôt, par exemple pour investir dans l'audiovisuel, les SOFICA. Très important aussi, on maintient le marché de l'immobilier neuf locatif en reconduisant le dispositif Pinel, mais on laisse tout ça enfermé dans un plafond général. Autrement dit, on veut bien flécher l'épargne, on veut bien aller vers l'économie réelle, mais on plafonne à 10 000 euros par an l'ensemble des crédits d'impôt dont on peut bénéficier. Alors c'est l'exemple que vous voyez sans doute. Le crédit d'impôt le plus connu des Français, c'est le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Et bien finalement, quand on rémunère les emplois à domicile, on bénéficie d'un crédit d'impôt et ce crédit d'impôt va venir déjà diminuer le seuil de 10 000 euros. Et donc, il reste moins d'effet fiscal. Hein, si on prend les 25% comme dans l'exemple, majoration à 25% lorsqu'on investit dans une PME, on aurait droit à un crédit d'impôt de 10 000 euros. On n'aura pas, en tout cas pas cette année, parce qu'on a des dépenses quotidiennes, parce qu'on a de l'emploi à domicile, et puis on peut aussi investir pour sa retraite, par exemple, dans l'immobilier, auquel cas les autres crédits d'impôt sont perdus. Bon. Alors, c'est quelque part une fausse bonne nouvelle. Bon, la réalité, c'est que c'est bien ça, notre métier, conduire les clients dans cette complexité. Et je dirais qu'en conclusion, la trêve fiscale décrétée cette année par le législateur, c'est une bonne opportunité pour tous les entrepreneurs et toutes les personnes physiques d'investir à long terme, de soutenir l'économie française. Et comme toujours, eh bien, nous serons là pour faire en sorte que ce soit le plus efficient possible d'un point de vue fiscal. Merci beaucoup Nicolas. Merci Sophie. Je vais maintenant accueillir 2 de mes associés, Alice de Massiac et Thomas Perrin. Thomas, tu nous rejoins, donc tu es le responsable de tout notre département fiscalité des entreprises. Et Alice, tu es fiscaliste spécialisée en matière de fiscalité internationale et fiscalité, notamment le lien entre la comptabilité et la fiscalité. Alors, je me tourne vers toi d'abord, Thomas. Bonjour. Alors, on a parlé en introduction du contexte économique, donc de ce déficit qui s'envole. Néanmoins, plutôt une bonne nouvelle, la trajectoire baissière du taux de l'impôt sur les sociétés continue. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Oui, alors c'est au moins, pas de nouvelle bonne nouvelle, c'est au moins la bonne nouvelle déjà dans cette loi de finances. C'est que l'objectif de baisse de l'impôt sur les sociétés, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, il y avait déjà eu quand même un précédent, ne va pas être modifié. Donc je vais commencer peut-être par la colonne du milieu sur le tableau que vous devez avoir à l'écran. Donc vous voyez que je vais me concentrer sur les groupes les plus significatifs en termes de taille. Vous voyez que le taux de l'impôt sur les sociétés pour les groupes ou les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros va passer de 28% à 26,5% pour 2021. Et pour les sociétés ou les groupes qui dépassent ce seuil, on va passer, alors je suis sur le taux marginal, 31%, donc de 31% à 27,5%. Voilà, vous pouvez voir aussi que sur la partie droite, toujours pas de changement, mais là, il faudrait peut-être avoir une boule de cristal pour savoir, pour s'assurer qu'il n'y aura pas être capable de dire ce que sera 2022, mais vous voyez que la trajectoire, la cible qu'on avait en tête il y a 2 ans et demi de 25% reste pour le moment en tout cas d'actualité. Ça se maintient. Et donc on voit souvent les journaux qui utilisent ces nouveaux taux pour comparer la France
aux grands pays européens qui nous entourent. En fait, Thomas, il faut quand même rajuster. Oui, alors, tu as parfaitement raison, ce n'est pas totalement exact. Alors c'est exact pour l'IS, donc c'est le taux brut. C'est vrai que si on raisonne en taux effectif, il faut ajouter la contribution additionnelle de 3,3%. Donc ce qui va nous donner, par rapport aux chiffres que vous avez à l'écran, vous pouvez le majorer d'1% environ, on va être à 27,4 et 28,4 de tête pour 2021 et 25,8, quelque chose comme ça pour 2022. Donc voilà. On n'est pas encore complètement compétitif. Non. Je te laisse continuer sur les Alors autres oui, éléments. donc peut-être un ou deux autres changements. Donc si vous regardez le bas du tableau, vous avez également dans la même veine le taux des retenues à la source en droit interne. Alors, les retenues à la source qui s'appliquent hors cadre conventionnel ou hors cadre d'une directive, évidemment. Donc là, je visais redevances, les intérêts, les dividendes, les flux classiques des entreprises vers l'étranger. Et donc là, de la même façon que l'impôt sur les sociétés, eh bien, le taux de cette retenue à la source s'ajuste finalement sur celui de l'IS et passe de 28% à 26,5%, avec même chose, une cible de 25% pour l'année prochaine. Enfin, et c'est ce que vous voyez toujours en bas, juste à côté, finalement, c'est le chiffre en bleu qui ne change pas. Donc là, c'est en fait la véritable nouveauté de la loi de finances cette année. Tu sais que le taux d'intérêt de retard a été fixé à 2,4% et ce taux était fixé temporairement par la loi. Et donc l'objectif de la loi de finances finalement cette année, c'est de le maintenir, de le pérenniser finalement. Et donc ces 0,2% par mois qui donnent les 2,4% seront reconduits sans limite de temps pour l'avenir. On va passer maintenant à un autre dispositif phare de la fiscalité française qui est le crédit d'impôt recherche. Alors, quelques voix s'élèvent régulièrement pour mettre fin à ce dispositif qui coûte quand même 6 milliards d'euros par an à l'État. Mais heureusement, bonne nouvelle pour les entreprises, ce dispositif est maintenu. Il y a quand même un petit coup de canif au régime que je vais te laisser décrire maintenant. Oui, alors c'est comme toujours. C'est effectivement un bon dispositif, mais qui fait l'objet de discussions chaque année. Cette année, une fois encore, c'est la sous-traitance en fait, qui est dans le collimateur finalement, avec, contrairement à l'an dernier, un objectif un peu différent. L'an dernier, on était sur une disposition anti-abus. Cette fois, on est sur un sujet de conformité du texte, l'objectif étant d'éviter une plainte pour aide d'État auprès de la Commission. Donc, l'objectif qui est visé, c'est quoi? C'est finalement d'aligner le régime de la sous-traitance publique sur celui de la sous-traitance privée. La sous-traitance publique bénéficiant jusque-là d'un régime un peu particulier. Alors, ça implique en fait un certain nombre de choses. D'abord, la fin de la mesure de bonification dont bénéficiait la sous-traitance publique. On pouvait prendre ces sommes pour le double de leur montant, donc ce qui donnait un CIR en fait effectif de 30 à 60%. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, ces dépenses, elles vont se voir appliquer en fait les plafonds classiques qui s'appliquent pour la sous-traitance privée. Donc le premier, c'est la limite globale de 3 fois les autres dépenses, donc le ratio finalement interne-externe, donc qui ne s'appliquait pas à la sous-traitance publique jusque-là, c'était très favorable. Et le deuxième, c'est la limite en fait finalement de 10 millions qui s'applique à la sous-traitance en général et qui pour la sous-traitance publique pouvait être majorée de 2 millions et était portée à 12 millions. Donc ça aussi, c'est terminé. Et enfin, toujours dans la logique de l'alignement, vous savez que les organismes privés doivent faire l'objet d'un agrément préalable délivré par le ministère de la Recherche. Et bien maintenant, les organismes publics vont plus y couper. L'agrément préalable sera également une obligation selon des modalités là, dont on attend qui seront fixées par décret dans les mois qui viennent. Donc voilà, c'est effectivement pas une très bonne nouvelle, notamment pour les partenariats publics-privés voilà, dans cette année. Mais bon, au moins le régime est sauvé. Alors on va passer maintenant à une mesure très technique, donc j'espère que vous avez tous derrière votre ordinateur un bon petit café bien serré. Donc c'est une mesure qui concerne l'intégration fiscale et notamment ce dispositif particulier d'imputation des déficits sur une base élargie. Alors lance-toi. Oui, alors je vais essayer de vulgariser sans faire trop simple et trop faux au passage. Donc effectivement, c'est une mesure qui est assez technique. Alors, vous savez sans doute que lorsqu'une société, donc c'est la société H, sur l'exemple que vous avez à l'écran dans le schéma, acquiert un groupe fiscal déficitaire, donc M pour poursuivre sur le schéma, les déficits en fait de l'ancien groupe vont être cantonnés au niveau de la société M, de l'ancienne mère, et ne seront plus utilisables que sur ses résultats propres.
Donc, il y a une dérogation à cette règle. Donc, c'est le régime que tu as indiqué, le régime de l'imputation des déficits sur la base élargie, qui va permettre à la société M de continuer en fait, à imputer ses déficits sur les résultats de ses anciennes filiales, donc F1 et F2. Alors, en principe, c'est un régime qui implique que les sociétés à l'origine des déficits, donc F1 et F2, pour ceux qui suivent encore, soient membres du nouveau groupe fiscal. Elles doivent rester dans l'intégration qui va être reconstituée. Donc, par définition, si une de ces sociétés fait l'objet d'une fusion alors qu'elle est encore dans son ancien groupe, la quote-part de déficit qu'elle a générée ne va pas pouvoir bénéficier de cette option, de cette imputation sur la base élargie. Alors, ce n'est pas très juste parce que finalement, économiquement, tout ça reste dans le même groupe. Donc la loi de finances, en fait, elle vient corriger cette situation et en fait, elle va permettre de prendre en compte ces déficits lorsque la filiale qui les a générés est finalement absorbée par une autre société de son ancien groupe. Il y a deux conditions. Il faut que cette fusion, cette absorption soit placée sous le régime de faveur qu'on connaît tous, l'article 210A, et il faut que la société absorbante soit elle-même membre du nouveau groupe qui va être constitué et qu'elle ait été intégrée dans l'option au dispositif d'imputation sur la base élargie. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça, le régime va un peu au-delà, il vise aussi les cas de scission par exemple, mais voilà en gros quel est l'objectif du dispositif. C'est une mesure qui a été mise en place pour contredire, faire obstacle à une décision de jurisprudence, je ne rentre pas dans le détail, mais qui va être applicable de façon quelque part un peu rétroactive aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Très bien. Merci beaucoup Thomas. Je vais me tourner maintenant vers Alice. Alors Alice, on va commencer par une première mesure de la loi de finances qui est très intéressante parce que ça vise la réévaluation libre des entreprises. Alors comptablement, ça existe depuis le début des années 80. Ça permet de renforcer les capitaux propres d'une entreprise, mais c'était jamais appliqué puisque cette réévaluation libre entraînait une taxation des plus-values qu'on dégageait. Alors, que prévoit cette loi de finances en mesure de soutien, on va dire, des entreprises pour les aider à avoir des bilans un petit peu plus costauds en cette période de crise ? Alors en effet, Sophie, c'est une mesure qui permet aux entreprises d'améliorer leurs fonds propres sans effet fiscal immédiat. Ouais. Donc la règle comptable ne change pas, celle que tu évoquais, donc c'est toujours l'article L123-18 du Code de commerce qui donne la possibilité aux entreprises de réévaluer certains de leurs actifs, exclusivement leurs actifs, pour les mettre à la valeur de marché. Ça ne vise exclusivement que les actifs corporels et les actifs financiers, donc ni les stocks, ni les incorporels, ni les valeurs mobilières de placement. En revanche, ça vise tous ces actifs en question, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du picking avec certains actifs corporels. Donc, comme tu disais, en fait, le régime sans la disposition qu'on va détailler un peu plus qui a été adoptée par la loi de finances, ce régime n'est pas très attractif fiscalement puisque l'écart de réévaluation est taxé de façon automatique l'année de réévaluation et pour son taux normal. C'est-à-dire que même si l'écart de réévaluation n'est pas considéré comme étant une cession, et si jamais la réévaluation porte sur des titres de participation, alors on ne bénéficie pas de la quote-part de frais et charges, mais on est taxé sur le montant intégral au taux de droit commun. Donc heureusement, c'est bien pour ça que cette disposition est rarement mise en œuvre par les entreprises. Donc là, ce que propose de façon temporaire le texte, c'est sur option la possibilité de ne pas être taxé au titre de l'exercice de réévaluation avec un mécanisme qui est prévu différent suivant que la réévaluation porte sur des actifs amortissables ou non amortissables. Alors, en ce qui concerne le mécanisme pour les actifs non amortissables, c'est une véritable neutralité fiscale, puisque, en fait, fiscalement, on conserve la valeur non réévaluée, que ce soit pour déterminer les plus-values moins values de cession ou pour les provisions pour dépréciation d'actifs. Donc, cette réévaluation sur les actifs non amortissables est totalement neutre au titre de l'exercice de réévaluation. En revanche, pour les actifs amortissables, alors là c'est un peu différent puisque le texte prévoit un étalement de l'écart de réévaluation sur une période de 15 ans pour les constructions ou sur une période de 5 ans, de façon linéaire. Et dans ce cadre-là, en cas de cession et de provision pour dépréciation, on prend le montant réévalué. Par contre, au jour de la cession, bien évidemment, le montant de l'écart de réévaluation non encore réintégré dans le résultat fiscal est réintégré au titre de l'exercice de réévaluation. Donc, comme je disais, c'est une option
Donc les entreprises peuvent y renoncer. Renoncer à l'option, ça veut dire revenir au régime de droit commun que je mentionnais au début, c'est-à-dire un régime taxable au taux de droit commun, donc moins intéressant, même si certaines entreprises qui réalisent des pertes au titre de l'exercice de réévaluation pourraient avoir intérêt à renoncer à cette option, ou en cas de déficit reportable. Donc cette option est valable pour une seule réévaluation libre entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Il y a quand même quelques contraintes. Donc, bien évidemment, il faut une valorisation qui pourra être regardée tant par l'administration fiscale que par le commissaire aux comptes. Une autre petite contrainte, c'est qu'il y a une obligation déclarative. Chaque année, avec l'alias fiscale, l'entreprise devra joindre le suivi de son écart de réévaluation pour que l'administration fiscale soit à même de vérifier. Donc ce système permet d'améliorer les fonds propres. Qui dit améliorer les fonds propres dit bien évidemment améliorer, le cas échéant, la situation de l'entreprise en regard de la sous-capitalisation. Il reste 2 points qui sont en suspens. Le premier est sur les actifs amortissables qui ont pu faire l'objet d'amortissements dérogatoires. Le texte actuel ne prévoit pas une neutralisation de la reprise de provisions pour amortissement dérogatoire. Le texte, les commentaires de l'administration fiscale devraient permettre cette neutralité, mais à ce stade, ce n'est pas le cas. Et l'autre sujet, c'est la participation des salariés, sur lesquels les textes non plus n'ont pas été modifiés. Donc à ce stade, par prudence, il est préférable de ne pas prendre l'écart de réévaluation dans le calcul des fonds propres des entreprises pour la participation des salariés. Par prudence ou par mesure d'économie pour les entreprises qui ne veulent pas booster la participation des salariés en ce moment. Enfin voilà, ça dépend de quel côté on regarde les choses. Absolument. Écoute, merci beaucoup. On va passer maintenant à la mesure justement dont je parlais en introduction qui baisse significativement les impôts de production. Alors tu vas nous décrire un petit peu le dispositif et puis tu vas nous dire si ça bénéficie à toutes les entreprises ou plutôt est-ce que ça favorise une catégorie ? Alors, il y en a certains qui vont bénéficier d'un plus gros bout des 10 milliards dont tu parlais tout à l'heure que d'autres. Alors, donc c'était annoncé depuis déjà quelques années. Les entreprises l'attendaient avec impatience. Donc là, ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est juste parce qu'il fallait mettre en mesure les engagements qui avaient été pris. Donc, cette baisse des impôts de production font partie cependant du plan de relance. Donc, qui dit plan de relance dit certaines obligations pour les entreprises. Donc, il y a 2 obligations. Une obligation en matière de publication de l'index égalité homme-femme en termes de rémunération et une autre obligation en termes de communication avec le CSE. Donc ça, toutes les entreprises qui en bénéficieront devront suivre ces engagements. Donc, pour rappel, en matière de taxes locales, nous avons une petite équation mathématique. La CET est égale à la CVAE plus la CFE. Donc, les 3 éléments de cette équation mathématique sont impactés par la baisse des impôts de production. Donc, commençons par la CFE. Donc, la CFE, là, toutes les entreprises n'en bénéficient pas de cette réduction puisque ne sont visés que les établissements industriels. Donc les établissements industriels sont imposés sur la base de la méthode dite comptable qui consiste à prendre le prix de revient multiplié par un certain coefficient et avec l'application d'un abattement. Le montant et du coefficient et de l'abattement dépend de la nature du bien en question, suivant que c'est du terrain ou de la construction. Ce que prévoit le texte est de réduire par 2 le montant des coefficients. Donc de fait, pour ces établissements industriels, la CFE est divisée par 2. Puisque le montant du coefficient est divisé par 2. L'impact de cette baisse de valeur locative, donc baisse la CFE, mais baisse également la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc ça, c'est la première mesure sur les impôts de production. Deuxième mesure, la CVAE. Donc la CVAE, pour rappel, c'est un pourcentage appliqué à la valeur ajoutée générée par l'entreprise. Ce pourcentage, en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, va de 0 à 1,5%. Ce que prévoit le texte, c'est de réduire par 2 ce montant de pourcentage appliqué à la valeur ajoutée, qui va donc passer de maximum 1,5% à 0,75%. Donc sinon, un dispositif qui est commun aussi bien à la CFE qu'à la CVAE, c'est pour la création ou extension d'établissements. Ou alors là, c'est une mesure facultative, c'est-à-dire qui est laissée à la main des collectivités territoriales, que ce soit les communes ou les départements, qui pourront décider d'une exonération pendant 3 ans de CFE et de CVAE applicables à ces créations et extensions d'établissements. Alors vous me direz, si jamais il n'y avait eu que ces 2 dispositions, pour les entreprises qui bénéficient d'un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de leur CET,
toutes ces baisses n'auraient eu aucun effet. Et c'est bien pour ça que le législateur a mis un troisième dispositif qui est la baisse du taux de plafonnement de la CET, qui était auparavant de 3% et qui passe désormais à 2%. Donc toutes ces mesures sont applicables à l'impôt dû à partir du 1er janvier 2021, c'est-à-dire aujourd'hui. En revanche, pour les entreprises qui ont pu comptabiliser des impôts différés au titre de la CVAE, dans leur compte consolidé, elles devront ajuster le montant de cet impôt différé dans les comptes au 31/12/2020. Donc il peut y avoir une application dès maintenant de cet effet de baisse de l'impôt des productions. Parfait, donc ça c'était la bonne nouvelle de la loi de finances. On va sortir un petit peu des articles spécifiques de la loi de finances, excusez-moi, pour parler un petit peu de ce qu'on appelle DACCIS, donc cette mesure qui impose aux intermédiaires ou aux contribuables de déclarer des transactions transfrontières qui sont potentiellement agressives. On avait beaucoup parlé de ça l'année dernière, puisque c'était dans la loi de finances pour 2020. Comme on est en 2021, donc est-ce qu'on doit l'appliquer tout de suite ou est-ce qu'il y a eu une mesure récemment qui a donné un petit peu d'air dans l'application de ce dispositif? Alors le petit peu d'air, on l'a déjà eu cet été dans le cadre de la loi de finances rectificative, la troisième, qui a repoussé de 6 mois. Donc revenons juste 3 secondes sur qu'est-ce que c'est que DACCIS. Donc DACCIS, c'est la déclinaison en droit français de la directive européenne adoptée en juin 2018 qui impose, comme tu le disais, aux intermédiaires à défaut aux contribuables, de déclarer dans un délai très très court, 30 jours, les dispositifs potentiellement fiscalement agressifs. Alors, pour rentrer dans le champ d'application de DACCIS, toujours pareil, une petite équation, il nous faut un dispositif qui soit transfrontière, c'est-à-dire qui concerne la France et un autre pays, qui fasse intervenir un intermédiaire ou un contribuable, et ensuite qui remplisse un des 19 marqueurs prévus par le texte. Et bien évidemment, qui vise un des impôts qui n'est pas exclu. Tous les impôts sont concernés, sauf la TVA, droit d'accise, droit de douane et cotisation sociale obligatoire. Donc, à l'origine, ce texte imposait des obligations déclaratives à partir de juillet 2020. Dans le cadre de la pandémie, l'Union européenne a proposé aux entreprises, aux établissements, aux États membres de l'Union européenne d'adopter un report de 6 mois. La France, comme l'énorme majorité des pays européens, a décidé de repousser à 6 mois. 6 mois, ça veut dire 1er janvier 2021. Ben voilà, nous y sommes. Donc, l'obligation déclarative existe. Donc, aujourd'hui, 7 janvier 2021, nous sommes à J+7. J+7, puisque tous les dispositifs qui ont été prêts à être mis en œuvre au 1er janvier 2021, eh ben, le compte à rebours a commencé. Nous sommes à J+7. À l'issue du mois de janvier, il faudra que ces dispositifs soient déclarés. Nous sommes également à J-22, puisque qu'est-ce qui se passe fin janvier 2021 ? C'est la date limite à laquelle il va falloir déclarer tous les dispositifs qui ont pu être mis en œuvre ou prêts à être mis en œuvre du 1er juillet 2020 au 31/12/2020. Puisque le report de cet été a changé juste la date de déclaration, mais n'a pas changé le champ d'application. Et ensuite, nous sommes à J-51, puisque le 28 février 2021, c'est la date limite à laquelle il va falloir déposer les dispositifs mis en œuvre, cela pas prêt à être mis en œuvre, mais mis en œuvre, à compter de la date de la directive, c'est-à-dire 25 juin 2018, jusqu'au 30 juin 2020. Donc on voit que le travail commence sérieusement. Donc après toutes ces bonnes nouvelles, on arrive à une nouvelle moins positive. Alors la pénalité applicable en cas de défaut de déclaration, donc c'est 10 000 € par défaut de déclaration, limité, réduit à 100 000 € pour le premier défaut de déclaration au titre de l'année en cours et des 3 années précédentes, avec un plafond maximal de 100 000 € par entité juridique et par année civile. Alors, ça peut sembler assez léger comme pénalité et on pourrait penser que les contribuables français ou les intermédiaires français pourraient dire bon ben on va réfléchir à ça un peu plus tard, c'est pas très coûteux, mais en fait ça sera une grosse erreur puisque on parle de transactions qui sont transfrontières. Qui dit transfrontière dit d'autres pays potentiellement européens qui, eux, ont des mesures beaucoup plus coercitives en termes de pénalité. Je pense à la Pologne, je pense aux Pays-Bas. Donc il faut vraiment appliquer ces mesures et s'y mettre. Et donc les entreprises doivent se rapprocher de leur conseil pour savoir, en toute transparence, qu'est-ce que ce conseil ou cet intermédiaire va déclarer ou le faire eux-mêmes si le conseil n'est pas intervenu dans la mise en place d'une transaction, parce que bien sûr, ça arrive. On parlait de quelques pays européens. Alors,
la grande nouvelle du jour, évidemment, J+7, c'était le Brexit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis anglais, pour le Daxis? Alors, nos amis anglais, ils avaient fait comme tous les pays européens, c'est-à-dire avant le 31/12/2019, ils avaient adopté en droit interne la déclinaison de la directive Daxis. Pendant toutes les discussions de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, le gouvernement anglais avait confirmé qu'il continuerait d'appliquer le dispositif Daxis, même en cas de sortie de Brexit. Eh bien non, finalement, à la fin de l'année 2020, il a été clairement indiqué que le Royaume-Uni appliquerait Daxis, mais avec une déclinaison OCDE et non une déclinaison de la directive, et donc une version beaucoup moins contraignante, puisque par rapport aux 19 marqueurs que j'évoquais au début, il ne restera plus au niveau anglais que 2 marqueurs, les marqueurs de catégorie D, c'est-à-dire ceux relatifs à l'échange d'informations et ceux relatifs aux bénéficiaires effectifs. Donc le champ d'application est excessivement réduit au Royaume-Uni, même si l'obligation déclarative existe toujours. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce rappel, Alice. Et ça clôt la partie sur la fiscalité impôt sur les sociétés. Donc, je vais accueillir maintenant Vanessa Irigoyen. Et ma zapounette ne marche plus, donc il va falloir passer sur les slides suivantes en régie. Merci. Donc Vanessa, merci de me rejoindre. Donc toi, tu es experte en TVA et en douane et tu es à la tête de notre département TVA douane au cabinet Tâche Deloitte. Et on va évoquer quelques mesures de la loi de finances. Avant de rentrer dans cette loi de finances, on venait de parler du Brexit avec Alice. Donc, qui dit Brexit dit forcément beaucoup d'inquiétudes en matière de douane. Alors, est-ce que ça a été un grand choc pour les entreprises françaises ou pas, cette sortie de l'Union européenne? Oui, effectivement, difficile de parler de taxes indirectes en 2021 sans parler du Brexit. Alors, il n'aura échappé à personne que l'accord qui a été signé le 24 décembre acte qu'aucun droit de douane n'est dû sur les flux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, en ce sens, on n'a pas de choc financier qui a été tant redouté ces derniers mois en cas de no deal. Il n'empêche que pas de droit de douane ne signifie pas pourtant qu'il n'y a pas de formalité douanière à accomplir. Et en ce sens, on peut parler d'un choc organisationnel en fait, au sein des entreprises et des groupes, mais on est assez bien préparé, puisqu'effectivement, on en parlait depuis longtemps. Donc concrètement, c'est-à-dire que les flux de marchandises doivent faire l'objet de déclarations en douane à l'importation et à l'exportation, et que certaines autorisations, selon la nature des marchandises, doivent être obtenues, comme par exemple des certificats phytosanitaires ou alors des autorisations pour les biens à double usage. Oui. Il n'y a pas eu forcément de gros couacs à ce stade au démarrage. Mais il y a des subtilités plus techniques quand même à garder en tête avec le Brexit. Et là, on peut se dire que les opérateurs sont d'une préparation, on va dire, un peu plus aléatoire ou un peu plus légère. Alors, le premier point, parce qu'il y en a essentiellement 3 que je voudrais rappeler. Le premier point, c'est l'adaptation des systèmes d'information afin d'assurer le suivi en fait, de ces flux avec le Royaume-Uni, pour permettre simplement d'émettre des factures en bonne et due forme avec les bonnes mentions ou également de reporter ces opérations correctement sur les déclarations de TVA. Le deuxième point, c'est le suivi dans le processus de fabrication de la part des biens ou des composants d'origine UK qui sont utilisés afin de s'assurer que l'origine douanière préférentielle ou non préférentielle que nous avions l'habitude de déclarer avant le Brexit continue d'être efficace ou réelle du fait que le Royaume-Uni maintenant représente une origine tierce à l'Union européenne. Et enfin, le dernier point qu'il faut avoir également en tête, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va aussi avoir des conséquences en matière d'ajustement de prix de transfert, puisque les ajustements de prix de transfert sur ces flux peuvent avoir des conséquences douanières désormais, et que effectivement la valeur en douane peut avoir été sous-estimée, et donc du coup la TVA à l'importation payée lors de l'introduction des marchandises sous-estimée. Donc il faut prévoir ces ajustements-là. Ça c'est vraiment le point qui n'a peut-être pas été anticipé par les entreprises pour le UK. L'année dernière, si tu te souviens, dans la conférence, on a parlé assez longuement de ce qu'on appelle le e-commerce ou le marketplace, donc ces plateformes de vente. Il y a une petite disposition à la loi de finances, non pas qui change le système lui-même et tu vas nous rappeler les principales dispositions, mais qui donne un délai complémentaire pour faire face à cette nouvelle législation. Tout à fait. Donc l'entrée en vigueur de la réforme d'e-commerce dont on avait discuté l'année dernière, en fait de manière assez détaillée, est reportée de 6 mois. Donc les règles seront effectivement applicables à compter du 1er juillet 2021.
Donc pour rappel, l'objectif de cette réforme, c'est de permettre de lutter contre la fraude qui représente en gros 147 milliards d'euros engendrés par le e-commerce, et aussi de permettre une meilleure compétitivité aux opérateurs européens qui doivent faire face à une concurrence assez agressive d'entreprises établies en dehors de l'Union européenne, et notamment les entreprises chinoises pour ne pas les citer, et qui peuvent, ces entreprises, bénéficier de règles beaucoup plus favorables parce qu'elles bénéficient de la franchise des droits de l'importation des biens à faible valeur. Donc le temps de respiration qui a été accordé, ces fameux 6 mois, vont permettre aux marketplaces, qui sont en fait des places de marché, on va dire comme des galeries commerciales virtuelles, qui permettent à des vendeurs tiers de bénéficier de l'audience de la marketplace pour mieux vendre, de préparer leurs obligations, et notamment, et c'est la mesure phare en fait de cette réforme, de s'assurer du paiement de la TVA en local, donc au lieu de destination en fait, des marchandises in fine pour tous les biens qui ont une valeur faible, c'est-à-dire inférieure à 150 €. Très bien. Donc l'enjeu technique est effectivement très important pour ces marketplaces parce qu'il faut mettre en place des systèmes d'information efficaces qui vont permettre de tracer les flux et ainsi s'assurer que la TVA en local est bien payée. Donc on a un petit peu de temps devant nous pour les pays de l'Union européenne. En revanche, au Royaume-Uni, il n'y a pas cette respiration, ça s'applique tout de suite. Donc un marketplace ou une plateforme digitale d'une entreprise française qui vend à des consommateurs anglais, eux, ils doivent déjà être prêts. Effectivement, le Royaume-Uni n'a pas décalé en fait cette mise en œuvre. Donc depuis le 1er janvier, toute marketplace française permettant la vente à des consommateurs anglais de produits français par des vendeurs français ou par des vendeurs belges, par exemple, devra s'assurer de payer la TVA anglaise dès le 1er janvier. Très bien. Alors, un autre dispositif phare en matière de TVA, c'est la mise en place d'un groupe TVA. Alors, la loi de finances la contient, alors ce n'est pas d'application immédiate, mais ce qui est intéressant pour les auditeurs qui sont dans des entreprises industrielles ou commerciales, c'est qu'en fait, on n'a aucun intérêt, d'après ce que je comprends, à mettre en place ce groupe TVA, et tu vas nous expliquer pourquoi. Effectivement, la loi de finances instaure, à compter du 1er janvier 2023, un régime optionnel dit du groupe TVA. Alors, ce régime, en quelques mots, c'est quoi? On peut retenir 2 choses. C'est la faculté de créer un assujetti unique au sein d'un groupe d'entités liées, d'assujettis liés, qui va avoir pour conséquence, 1, de supprimer la TVA sur ces flux intragroupes, et deuxièmement, de mettre sur la tête de groupe l'obligation de déposer une déclaration de TVA consolidée. Alors, l'option, elle peut être exercée dès le 1er janvier 2022. Concrètement, cette réforme, elle est essentielle et pour tout le secteur bancaire, financier et le secteur de l'assurance. Là où ils ont des prorata à 0 ou très faibles. Ou très faibles, parce donc qu'effectivement, la TVA est un coût. La TVA est un coût, il y a des frottements, donc des rémanences de TVA, et que ce régime va permettre effectivement de les éviter. Parce qu'ils ont énormément d'opérations exonérées. En sens inverse, tous les opérateurs qui se retrouvent à avoir des droits de récupération à 100%, il n'y a aucun intérêt à mettre en place ce régime puisqu'il est à la fois complexe en termes de gestion et puis également engendre aussi des coûts en matière de taxes sur les salaires. Alors, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail compte tenu de la composition de notre auditoire en fait aujourd'hui, mais j'invite tous nos auditeurs qui pourraient être intéressés par rentrer plus dans le détail de ce régime-là, de s'inscrire à notre loi de finances qui se tiendra le 14 janvier et qui est dédiée au secteur financier, où Anne Jérômeta, notre managing director spécialisé en fait dans ces aspects-là, présentera toutes les subtilités. Voilà, parce que pour effectivement l'industrie banque, finance, assurance, c'est absolument clé. Voilà. Merci Vanessa. Alors, on va terminer par une disposition de la loi de finances sur la facturation électronique. La loi de finances, elle pose quelques jalons en cette matière-là. Donc, pareil, ce n'est pas d'application immédiate 1er janvier, mais ça va être très important et très disruptif au niveau des entreprises. Voilà. Alors, effectivement, si on s'en souvient, l'année dernière, lors de la loi de finances pour 2020, on avait déjà introduit, en fait, en droit français, le principe de la règle d'une obligation de facturation et de réception, en fait, de factures électroniques, d'émission et de factures de réception entre les professionnels. Ces mesures, en fait, qui se calquent finalement sur déjà ce qui se passe pour la commande publique, en fait, sont destinées également à lutter contre les fraudes de TVA, en permettant à l'administration de faire des contrôles automatisés et également de suivre quelque part en temps réel l'activité des entreprises.
Alors, elles seront introduites de manière progressive entre 2023 et 2025. La loi de finances pour 2021 autorise en fait le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures quelque part pratiques qui vont permettre de favoriser ou de généraliser en fait cette facturation électronique ou e-invoicing, et également tout ce qui est lié à la transmission automatique des données qui ne sont des données complémentaires qui ne sont pas dans les factures. Par exemple, les données de paiement, puisqu'effectivement ça va permettre de faire un suivi. Les opérations qui sont réalisées avec des particuliers, parce que celles-ci ne sont pas soumises à facturation. Et également toutes les ventes hors non domestiques, en fait. Donc toutes ces données-là vont être transmises, enfin, devraient être transmises pour permettre des contrôles plus poussés et de suivi et limiter les pertes de TVA. Alors à ce stade, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Toutes les concertations qui ont déjà été lancées l'année dernière en 2020 vont continuer sur le premier semestre 2021, et on s'attend à une ordonnance, en fait, un projet d'ordonnance qui devrait sortir en fait vers septembre 2021. Voilà. Donc c'est à suivre. De se faire influencer par l'Italie ou l'Espagne qui ont déjà mis en place. La France est en retard sur cette digitalisation. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Vanessa. Merci. Je te remercie. On va maintenant accueillir Julien Pelfig, qui est notre associé économiste du cabinet. Bonjour Julien. Et comme c'est la tradition lors de cette conférence loi de finances, on aime bien s'extraire des dispositifs très spécifiques de cette loi annuelle pour prendre un petit peu de hauteur et regarder quels sont les grands projets en matière de fiscalité internationale qui vont potentiellement impacter les grands groupes européens et donc français. Et donc avec toi, Julien, on a choisi deux grands projets qui pourraient révolutionner véritablement, et ce n'est pas un mot trop fort, la fiscalité internationale. Le premier projet, il est porté par l'OCDE, c'est le projet de cadre inclusif qui changerait la fiscalité internationale. Et le deuxième projet qui, lui, est porté par l'Europe, qu'on va aborder maintenant avec Julien, c'est la fiscalité environnementale. Donc, ce que je te propose d'abord, c'est de commencer avec le projet OCDE, le cadre inclusif, qui prévoit deux piliers. Le pilier 1, qui va donner le droit, s'il est mis en place, au pays du lieu du consommateur de taxer une plus grande part de profit. Et le deuxième pilier, qui serait la mise en place d'un taux minimal d'imposition. Donc, je te laisse aborder ces sujets. Le contexte de ce nouveau projet de réforme, c'est le mécontentement des États par rapport aux règles de la fiscalité internationale. Il y a beaucoup de pays, particulièrement des pays de l'OCDE, qui estiment que le projet BEPS n'a pas fonctionné très bien, qu'il y a encore trop d'optimisation fiscale et que ces pays ne captent pas leur juste part d'impôts sur les sociétés. Donc ils ont demandé à l'OCDE via le G20 de revoir leur copie, et donc le nouveau projet de l'OCDE s'appelle le cadre inclusif. Alors comme tu dis, il y a ces deux piliers, pilier 1, pilier 2. Alors sans rentrer trop dans les détails, le pilier 1 va concerner les plus grandes multinationales et les plus rentables. Et pour ces multinationales très rentables, il prévoit qu'une partie de leur surrentabilité soit réallouée via un mécanisme extraordinairement compliqué aux États de consommation, c'est-à-dire aux États où il y a les consommateurs. Le pilier 2, alors je peux l'illustrer par un exemple, il vise en fait, il prévoit un taux d'impôt minimum, alors qui n'est pas encore fixé, entre 10 et 15%. Si vous avez une filiale, disons qu'il y a un profit de 100 et qui n'est pas taxé, qui est dans un pays où il y a zéro impôt, alors le projet prévoit que cette filiale doit quand même payer un taux d'impôt donc 10 ou 15. Et simplement, comme l'État dans lequel elle est située a renoncé à ses droits à taxer, c'est un autre État qui va récupérer les droits à taxer et qui va taxer ces 10 ou 15 supplémentaires. Voilà, donc, alors c'est une présentation très sommaire, mais en réalité les deux projets, les deux blueprints font 600 pages à peu près, donc c'est extraordinairement complexe. On avait reproché à l'OCDE peut-être de ne pas aller assez loin avec le projet BEPS, donc là c'est l'extrême inverse, c'est un projet qui est complètement révolutionnaire. Alors, du point de vue du calendrier, le plan a été publié en octobre 2020. Il y aura des présentations publiques en janvier, probablement ou février à l'OCDE pour avoir les commentaires de la communauté des entreprises. Et le projet, c'est que le G20 ratifie ce projet au milieu de l'année, donc autour de juin 2020. Si
ça va jusqu'au bout. Alors, je sais que forcément, on se dit qu'il va y avoir des grands gagnants, mais aussi des grands perdants. Donc, du coup, ça va être très difficile d'avoir un consensus autour de ce projet. Toi, avec ta casquette d'économiste, justement, Julien, est-ce que tu as vu certains marqueurs financiers ou économiques qui pourraient montrer que, justement, ton point de vue, c'est qu'on est loin d'aboutir à un projet viable? Oui, personne n'a vraiment de boule de cristal, c'est difficile de savoir si ça va marcher ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le projet. Alors, il y a l'incertitude est liée à des questions techniques, parce que c'est un projet qui est d'une complexité extrême, et donc il y a encore un certain nombre de points durs à régler, mais probablement le plus gros problème est politique. C'est-à-dire que si le pilier 1 et le pilier 2 sont adoptés, il y aura un rebattage des cartes complet en matière de droits à taxer, c'est-à-dire que la base imposable sera complètement réallouée entre les États. Et donc ça, comme tu disais, ça va faire des gagnants et des perdants. Et comme on est dans la fiscalité internationale, la seule manière d'avancer, c'est qu'il y ait un consensus le plus large possible. Et c'est évidemment difficile d'obtenir un consensus de la part de pays qui vont perdre beaucoup par rapport à la situation actuelle. Alors c'est là peut-être où il faut faire une distinction entre le pilier 1 et le pilier 2. Le pilier 1, donc celui qui vise à la réallocation des droits à taxer, il va favoriser d'une manière faible, hein, on est en train de parler de changements autour de... Enfin, inférieur à 1% des recettes d'impôt sur les sociétés, donc ce n'est pas des révolutionnaires. Donc ça va augmenter un peu les recettes des pays riches et des pays pauvres. Par contre, ça va créer des grands perdants chez ce que l'OCDE appelle les investment hubs, c'est-à-dire les pays qui reçoivent les investissements directs à l'étranger, donc l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, Singapour, ce genre de pays, qui eux perdraient beaucoup à l'application de cette mesure. Alors, comme ce sont quand même des pays qui ont un poids économique important, on n'est pas en train de parler des îles Vierges britanniques ou des Bahamas, le pilier 1, qui est à la fois très compliqué, qui ne rapporterait pas beaucoup aux gagnants, qui a contre lui l'opposition des États-Unis qui se sont exprimés contre et qui désavantagerait des pays qui ont un poids économique important, il a quand même beaucoup d'obstacles devant lui. Alors les choses sont un petit peu différentes pour le pilier 2, hein, c'est ce qu'on voit dans la slide. Sur la partie droite de la slide, on voit que le pilier 2, au moins d'un point de vue fiscal et à court terme, il aurait tendance à avantager tout le monde. C'est-à-dire tout le monde y gagnerait un peu. Les perdants seraient pour le coup les vrais États à fiscalité très privilégiée qu'on a dans les îles du Pacifique. Alors, c'est une analyse un peu sommaire parce qu'évidemment, si vous prenez un pays comme l'Irlande, bien sûr, l'application du pilier 2 lui rapporterait beaucoup de recettes fiscales, mais en revanche, il perdrait beaucoup de capacité d'attractivité des investissements des entreprises étrangères. Et donc, voilà, c'est pas complètement certain que ce pilier 2 ferait l'unanimité, mais il a plus de chances d'aboutir probablement que le pilier 1 à court terme. Merci Julien. Passons au deuxième grand projet qu'on appelle le New Green Deal, qui est un projet porté par l'Europe. C'est vraiment une des priorités de la Commission d'ailleurs pour les prochaines années. Et avant de faire ce focus sur le projet européen, est-ce que tu peux nous brosser un tableau un peu général sur ce que c'est que la fiscalité environnementale et pourquoi payer de l'impôt va changer nos habitudes à titre de consommateur ou pour les entreprises, pour l'impact sur l'écologie, faire une introduction sur ce que c'est que la fiscalité environnementale. Oui, alors historiquement, l'objectif de la fiscalité, c'était de lever des fonds, de financer la production de biens publics, donc la justice, l'armée, les routes, etc. Ensuite, à la fin du 19e siècle, on a demandé à la fiscalité d'être redistributrice, c'est-à-dire de réduire les inégalités de revenus et de patrimoine dans la société. Alors plus récemment, on demande une troisième chose à la fiscalité, c'est d'être incitative, c'est-à-dire de conduire les gens à agir de manière vertueuse. Alors l'exemple, c'est que si on veut que les gens arrêtent de consommer du pétrole ou des engrais, des choses qui sont mauvaises pour l'environnement, une solution consiste à appliquer une taxe qui va augmenter le prix de ces biens. Et donc, comme ça c'est plus cher, les gens en achètent moins. Voilà. Donc c'est le principe de la fiscalité environnementale. En France, cette fiscalité environnementale, elle existe depuis les années 90. Elle prend la forme d'assises sur les produits énergétiques, donc la TICPE, des choses comme ça, qui comportent toute une composante carbone. Alors c'est une taxe qui existe depuis les années 90. C'est une taxe qui a toujours eu un taux faible, donc qui en réalité a rapporté des sous à l'État, mais n'a pas tellement conduit à des changements de comportement. Alors il y a eu un projet de changement dans le projet de loi de finances de 2018. La France avait proposé une trajectoire d'augmentation de la taxe carbone qui était assez ambitieuse.
Et alors, il y a eu ensuite les Gilets jaunes qui ont réagi, enfin, notamment à cette mesure-là. Et l'année d'après, en 2019, on est revenu au taux actuel qui est de 44 € la tonne. Alors, l'événement Gilets jaunes, ça illustre une des caractéristiques de la fiscalité environnementale, c'est qu'elle est très difficile à faire passer politiquement parce qu'elle est régressive. C'est-à-dire que comme les dépenses énergétiques sont contraintes, et que le taux est le même pour tout le monde, en fait, c'est des dépenses qui frappent plus durement les ménages pauvres que les ménages riches. Et donc, c'est une mesure qui est compliquée politiquement. Donc cette complexité politique, c'est difficile de la mettre en place pays par pays. Donc du coup, la France compte sur l'Europe. Donc ce projet européen, il a deux piliers majeurs, on va dire. Il y a évidemment un projet assez complexe et sophistiqué, mais tu vas évoquer surtout deux piliers. Donc une augmentation très significative de cette taxe carbone. Tu parlais de 40 €, ça va monter, tu vas nous expliquer. Et puis une autre taxe qu'on évoquera après, qui sera la conséquence ou le corollaire de cette augmentation massive. Donc je te laisse nous décrire un petit peu ce projet. Alors c'est ce que tu disais, la nouvelle commission a deux priorités politiques, c'est le numérique et l'environnement. Donc il y a une emphase vraiment très importante qui est apportée aux questions environnementales. Donc le New Green Deal, c'est un projet dont le plan a été publié l'année dernière. C'est un projet très large qui recouvre tous les domaines de l'environnement. Donc il y a des questions d'énergie, d'incitation à développer des énergies propres, des questions de transport, des questions d'économie circulaire, des questions d'agriculture et de nourriture. Donc c'est très vaste. Et il y a beaucoup d'instruments fiscaux qui sont mobilisés, beaucoup de nouvelles taxes, d'exemptions fiscales. Enfin, l'instrument fiscal est beaucoup utilisé dans le cadre de ce New Green Deal. Alors ensuite, d'un point de vue quantitatif, c'est effectivement les deux mesures qui auront le plus de poids économiquement. C'est celle que tu as dit, c'est l'accroissement du prix du carbone et le Border Adjustment Tax. Alors, si on commence par le premier, donc l'accroissement du prix du carbone. Alors, le carbone, c'est le réchauffement climatique, donc c'est probablement le sujet le plus important d'un point de vue environnemental. L'objectif de la Commission, c'est d'arriver à réduire les émissions de carbone en Europe de 30% en 2030 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. C'est un objectif qui est extrêmement ambitieux parce qu'entre 1990 et 2030, l'économie a complètement explosé. Donc, et c'est un objectif cette fois qui repose essentiellement sur des instruments fiscaux. Donc, si on prend la France par exemple, le prix du carbone, c'est autour de 44 € la tonne. Et l'objectif pour arriver à cette réduction des émissions, c'est de passer cette taxe à un montant qui reste à définir, mais qui sera entre 250 et 300 € par tonne. Donc c'est un changement qui est complètement radical. Pour donner un exemple, le projet français de 2018, il prévoyait juste qu'on monte à 100 €, et c'est ça qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Donc 250-300 €, c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est énorme pour les consommateurs parce que ça va toucher mais la mesure est plus vaste que simplement les taxes sur le pétrole. Ça touche l'intégralité de la production d'énergie et donc ça va aussi toucher toutes les industries qui sont très consommatrices d'énergie. Donc il y a des industries, les métaux, les extractions de minéraux, le métal, la chimie, le papier. Ce sont des industries qui ont pour lesquelles l'énergie représente une partie très importante de leur structure de coût. Donc si vous prenez l'extraction de minéraux par exemple, si on ne change rien, c'est-à-dire si c'est le même outil de production est utilisé avec la même consommation d'énergie, eh ben l'augmentation de la taxe représente 2 fois l'EBITDA d'une entreprise moyenne de ce secteur-là. La taxe absorbe plus que 2 fois leur EBITDA. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça rend complètement impossible le maintien des structures de production actuelles. Et donc si cette loi est votée, ça va entraîner une révolution complète de l'outil de production de certaines industries en Europe. Et l'idée, c'est d'avoir des moyens de production beaucoup plus propres et compatibles avec le climat. Donc, peut-être que les entreprises vont prendre la mesure de ce défi et entièrement changer leurs moyens de production, mais peut-être, forcément, il y a un risque, qu'ils risquent de se dire on ne va pas produire en Europe là où ça coûte très très cher, on va faire produire peut-être au UK, on ne sait jamais, le UK pourrait ne pas appliquer le Green Deal forcément, ou évidemment plus traditionnellement, on pense à la Chine. Donc le deuxième dispositif du Green Deal, c'est justement d'éviter cette délocalisation de production dans les pays moins coûteux et de mettre en place ce qu'on appelle une Border Adjustment Tax, donc une taxe à la frontière finalement, si jamais on importait des biens produits ailleurs d'une façon moins coûteuse. Oui, absolument. Alors,
Ce dispositif existe, enfin, le mécanisme selon lequel les entreprises délocalisent leur production pour éviter de payer des taxes environnementales existe déjà, ça s'appelle carbon leakage, c'est mesuré, mais évidemment, on comprend bien que ce serait très difficile de vivre dans un monde où il y a une taxe à 300 € la tonne en Europe et 0 en Chine, parce que le résultat, ce serait effectivement une délocalisation massive de la production dans d'autres pays, et ensuite l'importation des biens qui sont produits en Chine. Et ça, ce serait dramatique parce que d'abord, ça accélérerait la désindustrialisation européenne, donc avec des effets sur l'emploi. Ça dégraderait massivement la balance commerciale parce qu'on importerait beaucoup plus de biens. Et du point de vue environnemental, ça serait neutre parce que qu'on émette une tonne de carbone en France ou en Chine, c'est le même effet sur le climat mondial. Donc la seule solution, en fait, si on veut adopter, mettre en œuvre des taxes aussi élevées en Europe, c'est d'avoir un mécanisme d'ajustement aux frontières qui fait que si un bien est produit en Chine et est importé en France, eh bien, le contenu carbone de ce bien, c'est-à-dire la quantité de carbone qui a été émise pour produire ce bien, va être taxé à la frontière au même niveau que s'il avait été produit en France, enfin en Europe. Et donc c'est ça le Border Adjustment Tax. Alors c'est très ambitieux et c'est très complexe parce que ça suppose qu'on soit capable de mesurer la quantité de carbone qui a été émise dans un pays différent. Donc ça suppose encore une révolution dans l'organisation de la supply chain, mais c'est certainement indispensable parce qu'on peut difficilement imaginer des décalages de taux aussi importants entre l'Europe et le reste du monde et une liberté de circulation des biens complète. Donc c'est un peu, dans un genre différent, le même effet que ce dont on a parlé au début sur la fiscalité internationale, c'est-à-dire c'est des projections très ambitieuses qui sont pas, leur probabilité de succès n'est pas certaine, mais par contre si ça passe, ce serait un changement radical dans l'organisation des entreprises. L'organisation, oui, vraiment l'organisation des moyens de production, de la façon dont la supply chain est organisée, où est-ce qu'on fait fabriquer les choses. Enfin, effectivement, ces deux projets, comme on le disait, si vraiment ils vont jusqu'au bout, ça va nous occuper en tant que fiscalistes et je pense aussi à nos clients qui nous écoutent, ça va vraiment nous occuper grandement au cours de ces prochaines années. Donc, on va rester en contact évidemment sur ces grands projets. Les échéances seront passionnantes. Je te remercie beaucoup pour cet éclairage d'économiste et il me reste à vous remercier tous pour votre écoute sur cette édition live de notre séminaire Loi de finances 2021. Bien sûr, on a essayé d'être rapide et pragmatique, mais si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter nos experts chez Tage. Vous pouvez aussi consulter nos articles qu'on publie très régulièrement sur notre blog tagestratégie.fr. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2021 et je vous remercie pour votre écoute.